Bonjour, je vous propose une vidéo de correction de l'épreuve de mathématiques tombée au brevet en 2015 pour vous permettre de faire le point sur vos connaissances. Si vous trouvez que les explications sont trop rapides, je vous donne rendez-vous sur mes autres vidéos qui seront plus détaillées. Donc, sur la présentation du sujet, vous voyez que l'on vous donne donc la durée de l'épreuve, 2 heures, ça ne changera pas, le coefficient 2, ça ne changera pas non plus. Le nombre d'exercices qui peut varier à ça va être situé entre 5 et 8 exercices, ainsi que le barème pour chaque exercice. Donc là, il y en a 7, avec entre 4 et 7,5 points chacun. Et enfin, vous avez une indication importante sur le sujet. Il faut bien en prendre connaissance avant de se lancer dans l'épreuve. On vous demande à ce que toutes les réponses soient justifiées, sauf si une indication contraire est donnée. Et pour chaque question, si le travail n'est pas terminé, il faut laisser tout de même une trace de la recherche qui sera prise en compte dans la notation. Cela signifie que même si vous n'avez pas trouvé le résultat final, l'examinateur tiendra compte que vous aviez quand même un début d'idée. Et donc c'est parti pour l'exercice 1. On vous présente une coopérative qui collecte le lait dans différentes exploitations. Donc c'est mis sous forme de tableur. Nous voyons dans la colonne A le nom de l'exploitation agricole et dans la colonne B la quantité de lait collectée en litres pour chacune de ces exploitations. Première question. Une formule doit être saisie dans la cellule B8 pour obtenir la quantité totale de lait collecté. Parmi les 4 propositions ci-dessous, recopiez celle qui convient. Donc la case B8, on la visualise, c'est celle qui est encadrée sur le tableur. Donc B8, c'est celle qui est ici. Donc comment va-t-elle se remplir? Donc elle correspond à la quantité totale de lait collecté, c'est-à-dire qu'on va ajouter les valeurs qui sont au-dessus. Donc on va faire un calcul. La formule que l'on va taper commencera par le signe égal. Une somme, puisque les valeurs vont s'ajouter. On va faire 1250 plus 2130, etc. Donc 1250, c'est la case B2 pour la première valeur, jusqu'à la case B7. Donc la réponse exacte était la troisième réponse, égale somme B2, B7. On vous demandait ensuite de calculer la moyenne des quantités de lait collectées dans ces exploitations. Donc il faut connaître la formule pour calculer la moyenne. C'est la somme de toutes les valeurs que l'on va diviser par le nombre de valeurs. Donc ici, la somme de toutes les valeurs, on va le faire. 1250 plus 2130, etc. jusqu'à 1740, ça va faire 10 050. Et que l'on va diviser par 6, puisqu'il y a 6 exploitations agricoles. On trouve 1675 en résultat et on peut conclure que la moyenne des quantités de lait collectées dans ces exploitations est de 1675 litres. Ensuite, on vous demandait quel était le pourcentage de la collecte provenant de l'exploitation Petit Pas et on vous demande d'arrondir le résultat à l'unité près. Donc un pourcentage parmi un ensemble, ça correspond à une proportion. On vous demande de calculer une proportion en pourcentage. Le calcul, c'est la valeur étudiée, donc ici la valeur qui correspond à Petit Pas, que l'on va diviser par la somme de toutes les valeurs, c'est-à-dire ce qu'il y a ici dans cette case quantité totale. Donc 2260 divisé par 10 050 et que je veux multiplier par 100 puisque je veux un résultat en pourcentage. Je trouve 22,48 et donc arrondi à l'unité, je conclus le pourcentage de la collecte provenant de l'exploitation Petit Pas est de 22% à l'unité près. Second exercice, donc là on vous parle d'un programme de calcul que vous avez en haut à gauche. Donc on prend un nombre, on lui ajoute 8, on multiplie le résultat par 3, on enlève 24 et on enlève le nombre de départ. Vous avez 4 élèves qui font chacun une affirmation et on vous demande pour chacun de ces 4 élèves expliquer s'il a raison ou tort. Donc on va regarder le premier élève, ce qu'il affirme et on va appliquer le programme de calcul correspondant. Donc nous avons Sophie qui prend le nombre 4 et qui a dit « Quand je prends 4 comme nombre de départ, j'obtiens 8 ». On y va, on applique le programme de calcul avec 4 et on va comparer les résultats. Donc nombre de départ 4, on lui ajoute 8, cela fait 12. On multiplie le résultat par 3, cela fait 36. On enlève 24, nous sommes à 12. Et enfin, on enlève le nombre de départ qui était 4. 12 moins 4, cela fait 8. Cela correspond bien à ce que répondait Sophie.
quand on prend 4 comme nombre de départ, on obtient 8. On peut donc en conclure que Sophie a raison. De même, Martin, lui, prend le nombre 0 et trouve 0. Et bien pareil, on vérifie, on applique le programme avec nombre de départ 0. On lui ajoute 8, nous sommes à 8. On multiplie le résultat par 3, cela fait 24. On enlève 24, cela fait 0. Et on enlève le nombre de départ qui était 0. 0 moins 0 égale, cela fait bien 0. Donc on peut en conclure que quand on prend 0 comme nombre de départ, on obtient 0. Martin a donc raison. Ensuite, Gabriel, lui, prend le nombre moins 3 au départ et dit obtenir moins 9. Donc on y va, on applique ce programme de calcul avec le nombre moins 3. On lui ajoute 8, cela fait 5. On multiplie le résultat par 3, cela fait 15. On enlève 24, nous sommes à moins 9 et on enlève le nombre de départ. Donc moins 9 moins 3, ça revient à moins 9 plus 3, c'est égal à moins 6. Donc on peut en conclure que quand on prend moins 3 comme nombre de départ, on obtient moins 6 et non pas moins 9 comme le disait Gabriel. Cela signifie que Gabriel a tort. Et enfin, nous avions Faiza qui dit que lorsqu'on prend n'importe quel nombre, de toute façon, le résultat sera égal au double du nombre de départ. Donc on va le répondre sous forme d'équation, c'est-à-dire que le nombre de départ, cette fois, on va prendre la valeur x. X correspond à n'importe quel nombre. Donc on lui ajoute 8, nous sommes à x plus 8. On multiplie le résultat par 3, donc on n'oublie pas les parenthèses, c'est x plus 8, l'ensemble que l'on multiplie par 3. En développant, ça va nous donner 3x plus 24, donc 8 fois 3, 24. On enlève 24, il nous reste 3x. Et on enlève le nombre de départ qui était x, donc 1x, il nous reste 2x. 2x, ça correspond bien au double du nombre de départ. Donc quand on prend n'importe quel nombre, le résultat final sera bien égal au double du nombre de départ. On peut donc en conclure que Faiza a bien raison. Troisième exercice, donc cette fois un exercice de géométrie. Nous avons une figure, on prend bien en connaissance de ce qui nous est donné dans l'énoncé. Donc on vous dit que les points D, P et A sont alignés, les points K, H et A le sont également. Enfin, on a les valeurs DA qui mesurent 60 cm, DK 11 cm et DP 45 cm. On vous demande dans un premier temps de calculer KA au millimètre près. Donc on sait que toutes les valeurs qui sont données dans l'énoncé sont en centimètres, il n'y aura pas de conversion à faire. Mais là, pour calculer au millimètre près, cela correspond à un chiffre après la virgule, vu que l'on sera en centimètres. Donc on y va. Pour y voir plus clair, le mieux c'est de mettre les valeurs que l'on a d'après l'énoncé. Donc on sait que sur la figure, donc vraiment pour y voir plus clair. Donc on sait que DA mesure 60 cm, on se le note. Et on sait que DK mesure 11 cm, voilà. Donc là on visualise bien un triangle rectangle, DKA rectangle en A. On connaît 2 côtés sur 3, on vous demande de calculer le troisième. Donc là, il faut que vous pensiez à ce qu'il faut utiliser. Je vous laisse réfléchir rapidement. Le théorème de Pythagore, bien entendu. Donc le théorème de Pythagore, on va toujours commencer par le côté le plus long. Donc l'hypoténuse dans le triangle DKA, là c'est DA, que l'on va élever au carré. Et ce sera égal à la somme des deux autres côtés au carré. Donc on y va pour le calcul. On a DA au carré égale DK au carré plus KA au carré. On va maintenant remplacer les valeurs que l'on connaît. Donc DA mesure 60, cela fait 60 au carré. DK mesure 11, donc 11 au carré. Et KA, c'est ce que l'on cherche, donc on le laisse KA au carré. On prend la calculatrice, on voit que 60 au carré, cela fait 3600. 11 au carré, 1221, pardon, et KA au carré, ce que l'on cherche. On va mettre d'un côté la valeur que l'on cherche et de l'autre côté les nombres. Donc 3600 moins 121. Moins 121 puisque c'est la valeur qui change de côté du signe égal. Cela nous donne KA au carré égale
3479, ce qui revient à Ka égale racine carrée de 3479. On prend la calculatrice et on trouve que racine carrée de 3479, c'est égal à environ 58,983. On se souvient que pour donner le résultat au millimètre près, vu que là nous sommes en centimètres, ce sera un chiffre après la virgule, sauf qu'après la virgule, là nous avons le chiffre 9. Ok, et ensuite nous avons un 8. Ça veut dire qu'on va arrondir au-dessus de 58,9. Et bien au-dessus de 58,9, au millimètre près, cela fera 59 cm. On conclut que Ka mesure 59 cm au millimètre près. Toujours la même figure, donc on vous donne également DP mesure 45, on se le met sur la figure pour y voir plus clair et on vous demande cette fois de calculer HP. Donc là, quand vous voyez une figure comme ça, il faut tout de suite penser, si ce n'est pas Pythagore, ça va être Thalès. On a deux droites parallèles. Deux droites parallèles, on va vite le démontrer puisque ce n'est pas écrit dans l'énoncé. Mais d'après la figure, on voit que PH et DK sont toutes les deux perpendiculaires, vous avez le symbole angle droit, à KA. Et on connaît la propriété, lorsque deux droites sont perpendiculaires à une même droite, cela signifie qu'elles sont parallèles entre elles. Donc on a comme ça démontré que DK parallèle à PH, et on pourra ainsi utiliser le théorème de Thalès. Donc d'après la figure, on sait que DK et PH sont perpendiculaires à AK. Or, deux droites perpendiculaires à une même droite sont parallèles entre elles. On peut alors conclure que DK et PH sont parallèles. Et on peut alors utiliser le théorème de Thalès pour calculer HP. Donc pour utiliser le théorème de Thalès, on part toujours du point d'intersection des deux droites. Là, on voit que les deux droites qui se coupent, elles se coupent en le point A. Donc on va commencer par le point A. Et on y va. AH égale, AH sur AK égale AP sur AD égale à PH sur DK. On remplace les valeurs que l'on connaît et qui vont nous permettre de calculer HP avec le produit en croix. Il fallait bien penser à calculer AP. AP, on le voit sur la figure, 60 moins 45, donc cela faisait 15. Et avec le produit en croix, on trouve que HP est égal à 2,75. On conclut, HP mesure exactement 2,75 cm. L'exercice 4. Donc là, il y a plusieurs questions sur différentes parties du programme du collège en mathématiques. Donc première question, on considère la fonction f définie par f de x égale moins 6x plus 7. On vous demande de déterminer l'image de 3 par la fonction f. Pour déterminer l'image à partir d'une fonction, on remplace le x par ce nombre justement. Donc là, on va faire f de 3 et non plus x. On remplace toutes les valeurs de x égale donc moins 6 fois 3 plus 7, c'est égal à moins 18 plus 7, c'est égal à moins 11. On conclut que l'image de 3 par la fonction f est moins 11. Un petit exercice ensuite de probabilité. Donc on vous parle d'Arthur qui a le choix pour s'habiller aujourd'hui entre 3 chemisettes, une verte, une bleue, une rouge et 2 shorts, un vert et un bleu. Il décide de s'habiller en choisissant au hasard une chemisette puis un short et on vous demande de calculer la probabilité qu'Arthur soit habillé uniquement en vert. Donc là, il faut que vous pensiez à la formule pour calculer une probabilité. Donc la probabilité d'un cas, c'est le nombre de cas favorables, donc le cas ou les cas qui nous intéressent,
que l'on va diviser par le nombre de cas possibles. Eh bien, on va regarder quels sont tous les cas possibles, toutes les combinaisons possibles en fait. Donc, en cas possible, on a une chemise verte dans un premier temps avec un short vert. Donc, ça va faire vert, vert. On a ensuite une chemisette verte toujours, mais cette fois avec un short bleu. Vert, bleu. Ensuite, une chemisette bleue avec un short vert. Bleu, vert. Ou une chemise bleue avec un short bleu. Bleu, bleu. Et enfin, nous avons la possibilité d'avoir une chemisette rouge avec un short vert. Rouge, vert. Ou une chemisette rouge avec un short bleu. Rouge, bleu. On compte le nombre de cas possibles, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 cas possibles et parmi ces cas possibles, il n'y en a qu'un qui est favorable, qu'un qui correspond à Arthur est habillé uniquement en vert. Donc pour calculer la probabilité, on va faire donc le nombre de cas favorables, c'est-à-dire 1, divisé par le nombre de cas possibles. On a dit que c'était 6. Donc il y a 1/6 de un seul cas, donc vert sur 6 cas possibles au total, c'est-à-dire que la probabilité qu'Arthur soit habillé uniquement en vert est de 1/6. Ensuite, un exercice sur les puissances. Donc, on vous dit qu'Ariane affirme que 2 puissance 40 est le double de 2 puissance 39. On vous demande si elle a raison. Eh bien, on va décomposer cette puissance. Donc, 2 puissance 40 peut s'écrire également 2 puissance 1 plus 39. 1 plus 39, cela fait 40. On continue de décomposer. Cela revient à 2 puissance 1 multiplié par 2 puissance 39. 2 puissance 1, c'est égal à 2. Cela revient donc à 2 puissance 39, qui est bien le double de 2 puissance 39, forcément. On en conclut que Ariane a raison. Ensuite, Loïc affirme que le PGCD d'un nombre pair et d'un nombre impair est toujours égal à 1. On vous demande est-ce qu'il a raison. Quand vous voyez ce type d'affirmation, il faut vous dire non, ce n'est pas vrai. Et on va utiliser un contre-exemple pour le démontrer. Donc on va prendre des nombres pairs et impairs, donc le nombre 6 qui est pair et le nombre 15 qui est impair. Et on va regarder quel est leur PGCD. Donc 6 est égal à 2 fois 3. Et 15, c'est égal à 5 fois 3. 6 et 15 ont pour PGCD 3, et non pas 1 comme le disait Loïc. On peut donc en conclure qu'un nombre pair et un nombre impair peuvent avoir un PGCD autre que 1. Loïc a donc tort. Une petite équation que l'on vous demande de résoudre, donc 5x moins 2 égale 3x plus 7. Donc je recopie mon équation. Je fais passer les x à gauche et les nombres à droite. Donc je vais avoir 5x moins 3x, c'est le 3x qui change de côté du signe égal, égale 7 et plus 2. Pareil, le moins 2 change de côté du signe égal, donc on change le signe. 5x moins 3x, cela fait 2x. 7 plus 2, c'est égal à 9. X égale 9 demi ou 4,5. Voilà pour l'équation. Ensuite, l'exercice 5. Agnès envisage de peindre la façade de son hangar. Vous voyez la façade du hangar schématisée dans le schéma de droite et on vous demande quel est le montant minimum à prévoir pour l'achat des pots de peinture. Sur la partie de gauche, vous avez des informations relatives aux pots de peinture. Maintenant, pour savoir en fait de combien de pots de peinture elle a besoin, on a besoin de calculer l'aire de la façade à recouvrir. Donc, on s'intéresse plus particulièrement à la figure et on va calculer donc l'aire de la surface totale, c'est-à-dire l'aire de la figure A, B, C, D, E, qui est composée du rectangle au bas, le rectangle A, B, D, E, et du triangle en haut, donc le triangle BCD. Donc l'aire de ABCDE est composée de l'aire ABDE plus l'aire de BCD.
Et on commence par calculer l'aire de ABDE. C'est un rectangle, donc longueur fois largeur. On trouve que ABDE a une aire de 45 mètres carrés, vu que nous sommes vu qu'on parle d'une aire. Et pareil, donc la formule pour le triangle en haut, l'aire du triangle, donc c'est base fois hauteur divisé par 2. La base, c'est BD. La hauteur, elle n'est pas représentée, mais ça va être le segment qui est perpendiculaire à la base et qui passe par le sommet. On sait que cette valeur ici, c'est celle-là, c'est-à-dire 9 moins 6. On fait la formule, donc pour calculer l'aire du triangle, on trouve 11,25 mètres carrés. On ajoute les deux figures, l'aire des deux figures, donc l'aire de ABCDE, c'est égal à 45 plus 11,25, cela fait 56,25. On en conclut donc que l'aire de la façade est de 56,25 mètres carrés. Et maintenant, on va s'intéresser donc au nombre de pots de peinture. Avec une aire de 56,25 mètres carrés, combien de pots de peinture seront nécessaires? Donc on voit qu'avec un pot de peinture, on peut recouvrir une surface de 24 mètres carrés. Donc soit X, le nombre de pots nécessaires, X égale 56,25 divisé par 24, la surface à recouvrir divisé par la surface recouverte par un pot. Je trouve 2,34 arrondi à 0,01 près. Cela veut dire qu'il faudra 2,34 pots environ. On ne peut pas acheter 2,34 pots. Si elle en achète 2, il n'y en aura pas assez. Elle devra en acheter 3. Elle devra acheter 3 pots de peinture. C'est vrai qu'il restera la peinture, mais elle ne peut pas faire autrement. Donc 3 fois le prix de l'unité à 103,45 €, cela revient à 310,35 €. Les prix des pots de peinture nécessaires sera donc de 310,35 €. Ensuite, on vous dit qu'Agnès achète la peinture et tout le matériel dont elle a besoin pour ses travaux et que la facture totale s'élève à 343,50 €. Le magasin lui propose de régler 2/5 de la facture aujourd'hui et le reste en 3 mensualités identiques qu'on vous demande de calculer. Donc on va déjà calculer à quoi ça correspond les 2/5 qu'elle a payé aujourd'hui. Donc 343,50 multiplié par 2/5, cela fait 137,40 €. Cela signifie que Agnès paye 137,40 € tout de suite. On va maintenant calculer combien il reste à payer. Donc le montant de la facture 343,50 moins ce qu'elle a déjà payé, donc 137,40 €. Cela fait 206,10 €. Et ces 206,10 €, elle va les payer en 3 mensualités, c'est-à-dire qu'on va diviser par 3. Donc on va faire 206,10 € divisé par 3, c'est égal à 68,70. On peut donc en conclure que les 3 mensualités s'élèveront à 68,70 €. Ensuite, vous aviez un exercice qui vous sensibilise à la sécurité routière, ce qui est une très bonne chose. Donc, vous avez un schéma et une formule rappelée qui est importante, qu'il faut bien remarquer. La distance d'arrêt est égale à la distance de réaction plus la distance de freinage. Première question, on vous dit un scooter qui roule à 45 km/h freine en urgence pour éviter un obstacle. À cette vitesse, la distance de réaction est de 12,5 mètres et la distance de freinage est de 10 mètres. Quelle est la distance d'arrêt? Eh bien là, on va appliquer la formule. La distance d'arrêt, donc c'est égal à la distance de réaction plus la distance de freinage, c'est ce qu'on vous donne dans l'énoncé. Dans la question, là, on vous dit que la distance de réaction, c'était 12,5 mètres et la distance de freinage, 10 mètres. Donc 12,5 plus 10, c'est égal à 22,5. La distance d'arrêt est donc de 22,5 mètres. Ensuite, vous aviez 2 graphiques en annexe qui représentaient dans des conditions normales et sur route sèche la distance de réaction et la distance de freinage en fonction de la vitesse du véhicule. En utilisant ces graphiques, il fallait répondre à des questions. Donc, en utilisant ces graphiques. La distance de réaction est de 15 mètres. À quelle vitesse roule-t-on
Aucune justification n'est attendue pour cette question, donc ça va aller vite. Donc on utilise le graphique, on repère lequel part de la distance de réaction, donc on s'intéresse au graphique de gauche, et on regarde donc en mètres à 15 mètres, donc en ordonnée, et la vitesse qui est donnée en abscisse, quelle est la vitesse correspondante. Donc à 15 mètres, on voit que la vitesse correspondante est 55 km/h. On conclut par lecture graphique. Si la distance de réaction est de 15 mètres, la vitesse est de 55 km/h. Ensuite, on vous demandait la distance de freinage, si la distance de freinage du conducteur était proportionnelle à la vitesse de son véhicule. Donc là, on repère le graphique qui va nous intéresser, c'est le graphique de droite qui traite de la distance de freinage sur route sèche. Et on voit que la fonction qui représente donc cette distance de freinage en fonction de la vitesse, eh bien ce n'est pas une droite, les points ne sont pas alignés. Si ce n'est pas une droite, cela signifie que ce n'est pas une fonction linéaire. Si ce n'est pas une fonction linéaire, ce n'est pas proportionnel. Donc on conclut. Sur le graphique, nous remarquons que la fonction représentant la distance de freinage en fonction de la vitesse n'est pas une droite passant par l'origine. Ce n'est donc pas une fonction linéaire. On peut conclure que distance de freinage et vitesse ne sont pas proportionnelles. Ensuite, on vous demandait de déterminer la distance d'arrêt pour une voiture roulant à 90 km/h. On se souvient de la formule pour la distance d'arrêt. Donc la distance d'arrêt d'un véhicule que l'on vous donnait dans l'énoncé, c'était la distance de réaction à laquelle s'ajoute la distance de freinage. Donc on regarde sur le graphique d'abord quelle sera la distance de réaction donc lorsque l'on roule à 90 km/h. 90 km/h, donc sur le schéma de gauche, je vois que ça correspond à une distance de réaction de 25 mètres. Et sur le schéma de droite, sur le graphique de droite, à 90 km/h, je vois que la distance de freinage sera de 40 mètres. On va simplement ajouter ces deux valeurs pour répondre. Donc, par lecture graphique, on a dit la distance de réaction à 90 km/h, elle est de 25 mètres. Et la distance de freinage à 90 km/h, elle est de 40 mètres. On ajoute ces deux valeurs. 25 plus 40, cela fait 65. Et on conclut que la distance d'arrêt pour une voiture roulant à 90 km/h est donc de 65 mètres. Ensuite, on vous donnait une formule, donc regardez, la distance de freinage en mètres d'un véhicule sur route mouillée peut se calculer à l'aide de la formule suivante, où V est la vitesse en km/h du véhicule. Donc on vous donne la formule, donc la distance de freinage sur route mouillée est alors égale à V au carré, que l'on divise par 152,4. Et on vous demande de calculer au mètre près la distance de freinage sur route mouillée à 110 km/h. 110 km/h, cela correspond à la vitesse. Dans la formule, la vitesse qui est représentée par V, elle est donnée en km/h. Donc on a le calcul directement à faire. On remplace juste le V par 110. Donc on va calculer 110 au carré divisé par 152,4. C'est environ égal à 79. Et on peut donc conclure qu'à 110 km/h sur route mouillée, la distance de freinage est d'environ 79 mètres au mètre près. Et
enfin, le dernier exercice, donc vous aviez un panneau routier qui indique une descente dont la pente est de 10%. On vous explique que cela signifie que pour un déplacement horizontal de 100 mètres, le dénivelé, donc la descente, est de 10 mètres. C'est schématisé sur le schéma en bas par le triangle ABC. Et on vous demandait à partir de ce triangle de déterminer la mesure de l'angle BCA que fait la route avec l'horizontale. Donc on visualise l'angle BCA, voilà, sur la figure. Donc on voit que par rapport à cet angle, dans le triangle, je connais le côté opposé, le côté AB, qui mesure donc 10 mètres. Et je connais le côté BC, toujours par rapport à cet angle, ça correspond au côté adjacent. Je suis dans un triangle rectangle. On me demande de calculer un angle. Je connais le côté opposé à cet angle et le côté adjacent. Je vais pouvoir utiliser la trigonométrie et plus précisément la tangente. Tangente d'un angle égale côté opposé sur côté adjacent. Donc la tangente de l'angle BCA est égale au côté AB divisé par le côté BC, c'est-à-dire 10 divisé par 100 qui fait 0,1. Et maintenant, moi, je veux l'angle en degrés, la mesure de cet angle en degrés. Donc, on prend la calculatrice. Pour passer en degrés, je vais taper seconde tangente, c'est-à-dire arctan, et 0,1 que l'on vient de trouver. Donc, seconde tangente, vous voyez écrit arctan sur l'écran de la calculatrice, et arrondi au degré près, cela fait 6 degrés. J'en conclus que BCA mesure environ 6 degrés au degré près. On vous parlait ensuite de certains pays où il arrive que la pente d'une route ne soit pas donnée par un pourcentage mais par une indication telle que 1, 2,5. Ce qui veut alors dire que pour un déplacement horizontal de 5 mètres, le dénivelé est de 1 mètre. Et on vous demande de comparer lequel de ces deux panneaux indique la pente la plus forte. Donc là, il y avait plusieurs possibilités pour répondre à cette question. Je trouve que la plus simple, c'était de faire un tableau de proportionnalité pour chacun des panneaux pour comparer. Donc on va déjà faire une première ligne pour le panneau A. Donc la distance en mètres pour 100 mètres. Et pour 1 mètre, donc 100 mètres, c'est ce qu'on vous donne dans l'énoncé. Quand on est à 15%, pour 100 mètres, cela signifie que le dénivelé sera de 15 mètres. Et je veux savoir pour une distance d'1 mètre, quel sera le dénivelé. Je fais le produit en croix. Donc 15 fois 1 divisé par 100, cela fait 0,15. Donc sur 1 mètre, le dénivelé est de 0,15 mètres avec le panneau A. Et je fais pareil avec le panneau B. Donc le panneau B, là je reprends ce qu'on vous donne aussi dans l'énoncé. Donc là on vous dit que cela, donc 1, 2,5, cela signifie que pour 5 mètres de distance, le dénivelé est de 1 mètre. Donc je complète mon tableau et pareil, je cherche pour 1 mètre, je fais le produit en croix. Donc 1 fois 1 divisé par 5, cela fait 0,2. Donc sur 1 mètre, le dénivelé est de 0,20 mètres avec le panneau B. Je vais maintenant comparer les deux résultats. Donc je remarque que 0,15, la valeur du panneau A, est inférieure à 0,20 et j'en conclus que le panneau B indique donc la pente la plus forte. Très bien, et bien cette petite correction est terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile et que mes explications auront été assez claires, bien que un petit peu rapide, ça j'en suis consciente, mais comme je vous ai dit au début de la vidéo, regardez mes autres exercices qui sont vraiment plus détaillés. Là, c'est vraiment pour faire une synthèse, pour faire le point. Voilà, je vous dis bon courage, à vous de jouer. N'hésitez pas à voir et revoir mes autres vidéos. Agrandissement-réduction, nous avons une pyramide SABCD. Dans cet exercice de géométrie, nous allons utiliser la trigonométrie, c'est-à-dire sinus, cosinus, tan. Pour développer un calcul littéral, il vous faut connaître les identités remarquables. Donc là, on repère l'identité. Pour passer à la factorisation, je dois trouver le facteur commun, c'est-à-dire le point commun des deux côtés. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, car les maths, ça se mate!